171e épisode des Technos, 171e pour nos compatriotes. Ça va se passer avec Benoît et Marc. Les technos, la version hebdomadaire des technos, les épisodes hebdomadaires des technos, c'est notre revue de presse technologique de la semaine avec de ce côté-ci Benoît. Salut Benoît. Et puis de ce côté-là, nous avons Marc. Salut Marc. Salut. Je le dis à chaque fois, enfin en tout cas j'essaye de le répéter à chaque fois, on ne peut pas parler de toutes les annonces technologiques de la semaine, de toute l'actualité technologique de la semaine, mais de camarades ont fait leur propre sélection en fonction de leurs affinités, leurs goûts, des choses qui les intéressent eux, puis également des choses qui, en tout cas selon eux, peuvent vous intéresser vous. Donc l'idée c'est de vous intéresser peut-être aussi à des sujets que vous maîtrisez peut-être moins ou auxquels vous ne vous intéressez peut-être pas de manière naturelle. Ici, on peut en parler librement, tranquillement, et vous pouvez même commenter ces informations sous cette vidéo si vous êtes sur YouTube ou sur notre blog lestechno.be. Est-ce que mes petits camarades vont bien? Tout d'abord, je me tourne vers Benoît, ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu. Benoît, ça va bien? Ouais, ça va être très bien, oui, la grande forme. Bah voilà. Il fait beau, bientôt le week-end, un chouette week-end planifié, donc ouais, ça va bien. Enfin, il fait beau, enfin, il fait un peu lourd. C'est vrai qu'il commence à faire un petit peu lourd, effectivement. Ouais, c'est vrai. Donc, ce matin, il pleuvait. Oui, en plus, chez Marc, par exemple, qui est sous une soupente, voilà. Celui-ci fond. Je ne fonds pas encore, mais ça chauffe. Voilà. Donc, si vous entendez des avions, des chiens, des gens qui tirent sur des chats, non, mais des chats, non, c'est des gens qui tirent sur des chats. Non, des champs. Non, il y a des champs plus loin, donc il y a parfois des gens qui tirent le lapin. Donc voilà. D'accord, ok. Bon. Ne vous inquiétez pas. On s'inquiète plus, nous. Hein, voilà. Petite annonce de service avant de passer au courrier des auditeurs. Il n'y aura pas de hors-série la semaine prochaine, ni la semaine d'après d'ailleurs, puisqu'on va essayer en tout cas de vous préparer un petit peu 2-3 petites choses pour cet été. Donc on va un petit peu lever le pied sur les hors-séries en cette fin de saison, ce mois de juin. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal si vous ne retrouvez pas un hors-série particulier ce lundi. Voilà qui est dit. Le courrier des auditeurs, j'ai épinglé 2 petites choses. Il y a eu beaucoup de courriers évidemment, mais je vous ai épinglé deux messages. Par exemple, le Primo qui nous dit bonjour, connaissez-vous ce type d'appareil pour sécuriser les appareils connectés de la maison? Pour ma part, je ne connaissais pas. Un avis peut-être, il nous montre la photo du Bitdefender Box. Marc, tu connais ce type de bidule? Absolument pas. Mais déjà, j'ai pas d'objet connecté chez moi. Enfin, pas de bitonnier connecté, style des box ou quoi, à part un régulateur de thermostat. Salut Xavier. Sinon, j'ai rien d'autre. Donc, j'ai pas forcément l'utilité de ce genre de jouet. On dirait une espèce de... Enfin, je ne vais pas trop m'avancer, une espèce de... c'est Bitdefender. Donc, on imagine que c'est un antivirus de réseau. Benoît, je sais pas si tu as une compétence ou une connaissance particulière. Comme Marc, c'est pas l'appareil dont j'ai pour le moment l'usage, mais c'est vrai que avec l'Internet des objets, il y a eu quand même pas mal d'appareils qui étaient pas, enfin les trucs eux-mêmes sont pas sécurisés, les gadgets eux-mêmes sont pas sécurisés parce qu'ils sont faits un petit peu, tu vois, à l'arrache. Et du coup, c'est vrai que ça a peut-être du sens de mettre un truc devant soi, mais franchement, je sais pas. Il y avait un article sur le Guardian il y a quelques temps justement sur le manque de sécurité de ces gadgets-là, tu vois, il y avait un hacker qui avait dans une maison commencé à... Et puis du coup, hop, il pouvait entendre ce qui se disait dans une pièce pour allumer les lampes. On en avait parlé aussi avec les caméras connectées. Qui est d'ailleurs un site russe qui proposait d'aller regarder tantôt dans le domicile d'une personne ou dans un magasin ou même en rue si la caméra est tournée vers la rue. Enfin, voilà, on sent vraiment qu'il y a un problème de sécurité de ce côté-là, qu'il faut agir. Si on a l'occasion, et je pense qu'on l'aura certainement... on s'intéressera de plus près à ce genre de boîte qui est censé sécuriser le réseau. Un autre message nous était parvenu en commentaire, je crois, Marc, de ton hors-série de la semaine dernière, enfin non, de cette semaine-ci, de ce lundi, concernant le AOGIR Ethernet to Wi-Fi. Alors je vous passe le laïus de Battant, qui est un de nos fidèles auditeurs. Je vais directement à la conclusion de sa question, ça va être beaucoup plus simple.
Est-ce que cet appareil fait non seulement Wi-Fi à Ethernet, mais aussi Ethernet à Wi-Fi? Attention, la réponse risque d'être un petit peu longue et difficile à comprendre. Marc, je t'écoute. Oui, parce qu'on va quand même devoir rentrer dans pas mal de considérations techniques, puisqu'ici, bon, il est quand même, on rappelle le truc, c'est un petit appareil que vous connectez sur un câble Ethernet et qui vous permet de faire un bridge entre un réseau Wi-Fi et un appareil qui va donc recevoir une connexion réseau, mais qui est limité à une connectivité Ethernet. Et donc, ce qu'on nous demande ici, c'est si ça marche dans l'autre sens. Alors, tout bien considéré, et bon, il a quand même fallu qu'on gratte un peu, donc la réponse risque d'être un petit peu technique. Non. Non. Désolé, Batan, non, ça marche que dans un sens, c'est prévu pour. Oui. Mais, et je viens de le dire, ça marche bien parce que ça m'a un peu sauvé les fesses cette semaine-ci. Voilà. Bah, ceci étant dit, moi je peux comprendre qu'on s'interroge, enfin c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir, tiens, finalement, ce type de petit bidule, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas faire le travail dans les deux sens? Ce serait plus qu'un couteau suisse à ce moment-là, ce serait 2 couteaux suisses en un. Ce serait un gros couteau suisse qu'on devrait avoir absolument sous la main, mais grosso modo, il existe déjà de mémoire, j'ai plus les références en tête, mais il existe des mini-routeurs Wi-Fi sur lesquels vous avez juste un port Ethernet qui sont alimentés en Wi-Fi aussi, qui en fait se présentent grosso modo comme le iOgear qu'on a testé. Oui. Sauf que ça va dans l'autre sens. Ouais. Ceci étant dit, si on va sur le site d'iOgear, il y a plein de petits bidules intéressants, du même acabit que ce qu'on a présenté. On n'est pas là pour faire la pub de la marque, soyons clairs, mais voilà, c'était pour vous le signaler au passage. On a eu d'autres messages, etc. Il y en a un qui m'a fait un petit peu sourire cette semaine par rapport au Nuraphone, les écouteurs que nous avait présenté Sébastien et qui sont un petit peu révolutionnaires. Alors il y avait l'aspect du prix un petit peu cher, aux alentours des 400 €, et quelqu'un nous avait dit, malgré le manque de compétences biologiques, c'est une bonne review ou quelque chose comme ça. On est désolé de ne pas avoir beaucoup de compétences en biologie, mais on préfère quand même tester les appareils dont on parle plutôt que d'avoir des compétences en biologie. Donc voilà, c'est un petit peu... On n'est pas obligé de tout faire non plus, ou d'avoir toutes les compétences pour se rendre compte si le son est bon ou pas. Voilà. D'autres messages, évidemment, mais je pense qu'on a répondu, ou ça n'appelait pas nécessairement de réponse, mais en tout cas, merci à vous de toujours communiquer et de communiquer aussi entre vous, puisque j'ai vu également qu'il y avait quelques-uns de nos éditeurs qui s'apportaient des messages réciproquement. Je pense qu'on peut entamer tout de suite notre abécédaire habituel, j'ai envie de dire, avec la lettre A comme Alexa. Cette fois-ci, Marc, on va parler d'Alexa qui, et ça il faut le savoir, enregistre et diffuse des conversations privées. Ça c'est chouette, Ouais, c'est chouette, et surtout qu'il le fait à l'insu de ton plein gré, sinon ça serait pas drôle, mais que c'est normal. Ah, d'accord. Le que c'est normal, ouvrez les guillemets, donc que c'est normal, c'est la réponse d'Amazon. Évidemment, on n'entendrait pas mieux d'eux. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, le phénomène a été rapporté par un couple qui possède donc un Bitonio, enfin un gros Bitonio, un Amazon Echo, qui embarque Alexa. Et lors d'une discussion que monsieur avec madame ou madame avec monsieur, je ne sais pas, je ne connais pas vraiment le contexte, il y avait une discussion entre les deux personnes du couple, à un moment, l'un des deux a prononcé un mot qui, phonétiquement, se rapprochait de « Hey Alexa ». Donc c'est le fameux trigger qui permet de déclencher le mode actif écoute du petit bidule. Et puis le truc est resté en mode écoute. Les gens n'ont absolument pas percuté qu'ils avaient déclenché le truc, et donc ils ont continué leur conversation, et au fur et à mesure de la conversation, le bidule a commencé à capter des trucs qui ressemblaient à « enregistre un message, envoie un message à telle personne, avec le nom de la personne, oui je confirme que j'envoie le message ». Voilà. Et donc finalement, résultat des courses, il y a un client du mari, dont les coordonnées étaient dans le répertoire géré par Alexa, qui a reçu un gros extrait sonore avec toute la conversation du couple. Et donc, je répète que pour Amazon, c'est normal. Oui, le truc a fonctionné normalement. Alors, en attendant, ce genre de bidule commence doucement à arriver en Europe. Les réactions ne sont pas fait attendre. Ça a refroidi nettement pas mal de monde. Surtout qu'on se rappelle quand même qu'Alexa, c'est l'assistant vocal qui a la mauvaise habitude
à n'importe quel moment, généralement les plus inopportuns, de commencer à rigoler de manière extrêmement malsaine. Oui, ça s'est calmé, ça, il paraît. Hein, mais oui, ça s'est calmé, mais maintenant il enregistre, donc en fait il a les raisons de rigoler. Maintenant il a des raisons de rire, effectivement. Mais en même temps, il a un petit peu les Portugaises ensablés, Alexa, hein, parce que pour comprendre des choses qui n'existent pas, voilà. Est-ce que ça donne envie à Benoît, parce que je le vois là sourire, un petit sourire narquois dans son coin, est-ce que ça donne envie à Benoît d'avoir une oreille comme ça permanente à son domicile? Non. Voilà. Mais j'en avais pas envie au départ. Il y a un petit nombre de boîtes dans qui j'ai pas confiance. Où j'ai pas confiance pour tout. Google, tu le sais, c'est une boîte en qui j'ai pas du tout confiance. Amazon, c'est une boîte dans laquelle j'ai confiance pour un jeu de service assez restreint. Et malgré tout le respect que j'ai pour Amazon et plein de bonnes choses, l'idée d'avoir un micro branché dans un magasin, ça me... Non, le conflit d'intérêt est trop fort. Alors, ce qui m'amusait dans la réaction, c'est que pardon Marc, mais parfois t'as des trucs avec Android et là t'es là en train de défendre Google comme un malade, et là parce que c'est Amazon, ouais mais c'est normal machin, je t'ai déjà entendu dire le même discours pour des... Oui, enfin... Attention que quand c'était Google qui était en tort, ou c'était non mais justement quand c'était Google qui était en tort, là t'étais en train de dire oui mais il faut les comprendre, le truc a pas, donc c'est ça qui me faisait sourire quoi. Je ne juge absolument pas ici, je n'ai fait que relayer la réponse, je trouve ça un peu what the fuck. Maintenant quelque chose de similaire honnêtement se passerait avec une Google Box. Je précise, je n'ai pas de Google Box, je n'ai pas de Bitonio connecté chez moi et sûrement pas un truc qui écoute en permanence ce que je dis. Je serais le premier à dire la même chose. J'ai déjà eu des trucs assez comiques avec les assistants qui sont simplement embarqués sur nos téléphones. Voilà, déjà, ça rajoute un peu au côté flippant. Ce qui va me permettre de faire les petites choses que j'ai l'habitude de faire dans ces cas-là et que j'apprécie assez bien, c'est de faire OK Google, monte le son. Et comme ça, tout le monde a le podcast à fond à la maison. Si ça marche, hein, vous nous direz si ça a marché. Ou sinon, je peux faire aussi « Dis Siri, appelle ma sœur ». Mais bon, moi, j'ai pas de sœur, donc ça risque pas de le faire. Hey Alexa, enregistre un message. Par exemple, voilà. Le truc qui rend fou. Mais moi, je rêve d'être à un concert et qu'un jour, un chanteur fasse le coup pour voir ce que ça fait dans la salle, quoi. Ça peut être assez impressionnant. Juste petite parenthèse. Il y avait un brevet, je pense que c'est d'Amazon, parce qu'il y a eu au début d'Alexa, il y avait une marque qui avait fait une pub qui déclenchait comme ça un des assistants. Et alors, il y a un brevet, je pense, d'Amazon pour contrer ce genre de truc, en fait. Petite parenthèse, ceci dit en passant, je voyais la news là tantôt, mais je n'ai plus les références en tête. Apparemment, les box des opérateurs de télévision, etc., comprendront aussi la voix. Dans un avenir proche, genre Freebox et des trucs du genre, et pourraient commander la boîte pour changer de chaîne. Avant, vous le disiez peut-être à votre enfant. Maintenant, vous le direz directement à la télévision. Et donc, vous pourrez changer de chaîne sans toucher à la télécommande. En gros, c'est un peu ça l'idée. Mais là aussi, comme tu le disais, Benoît, il y a un micro branché en permanence chez vous, à la maison, et scrute votre intimité, ce qui n'est peut-être pas tout à fait idéal non plus. On peut passer où ça va devenir intéressant, c'est que on avait déjà des systèmes de contrôle vocaux très limités dans les voitures. Oui. Maintenant, il y a certaines marques, Mercedes pour ne pas les citer, qui embarquent des assistants intelligents. Et donc, dans les pubs qui sont en train de passer pour l'instant ces jours-ci à la télévision, on peut voir quelqu'un qui parle à sa voiture et qui lui dit « Hey Mercedes ». Donc voilà, la mode commence à arriver, on commence déjà à envisager un « Hey Volvo »,« Hey machin », etc. Donc vous imaginez le podcast qui aura le culot de dire « Hey Mercedes, arrête la voiture ». L'info que je vous communiquais, c'était SFR, et le mot-clé en tout cas au niveau du développement, c'est « OK Altis ». Voilà. Bon, eh ben avec tous ceux qu'on va pouvoir foutre en l'air, on pourra avoir un podcast complet. Peut-être. Bon, allez, on passe à la suite. La lettre A, toujours, mais comme Apple cette fois. Benoît, on va parler de l'HomePod. Le HomePod, très attendu, qui arrive en France prochainement, me semble-t-il. Voilà, on reste un peu sur le sujet, effectivement, puisque c'est l'assistant d'Apple. C'est pas juste l'assistant, c'est aussi présenté d'abord comme étant un moyen pour écouter sa musique, avec accessoirement un assistant dedans. Il arrive en France, effectivement, le 18 juin. Ça fait, je pense, dans le courant de la semaine dernière qu'on a appris ça. Et le prix était resté la grande inconnue et il vient d'être dévoilé. Ce sera 349 €. Bof.
pour une jolie petite enceinte, en noir ou en blanc. Évidemment, pour faire la stéréo, il en faut 2, mais il paraît que, j'ai pas eu l'occasion d'écouter évidemment, mais il paraît que une seule suffit déjà à faire un son qui forcément n'est pas stéréo, mais qui est quand même assez agréable. Voilà, 349 €. Ce qui, quand tu regardes avec des enceintes type Sonos ou des enceintes pour écouter la musique, pas un assistant autre, et dans des gammes de prix qui sont pas non plus... Enfin, j'ai des enceintes ici qui m'ont coûté bien plus cher que ça. Ceci étant dit, ce type d'enceinte, mais aussi les assistants, ça dépend un petit peu de la qualité de l'assistant, mais tu parlais de Sonos et autres, on dit de plus en plus que c'est le poste de radio de demain, ou déjà de dans quelques heures, si on prend une autre échelle. C'est-à-dire que c'est le truc qui va remplacer nos bons vieux postes de radio à la maison, quoi. Si on a encore des postes de radio à la maison, parce qu'elles permettent effectivement d'écouter la radio, de la musique, etc. Donc voilà, c'est un objet aussi. Enfin voilà, c'est tout ça. L'analogie avec le poste de radio est assez flagrante de plus en plus. Et par contre, on parlait bien de la France et toujours pas la Belgique, malheureusement. Oui, j'ai jamais vu un lancement de produit Apple. Enfin, si on peut parler de lancement, parce que c'est aussi chaotique de mémoire. J'ai toujours eu l'impression que quand Apple lançait un truc, c'était très structuré. On te disait, voilà, tel mois, tel jour, ce sera la France, l'Allemagne, tel autre jour, ce sera l'Asie, etc. Et ici, ça manque un peu de communication, non non ? Oui, ils n'ont pas l'air... Oui, effectivement, c'est vrai que l'HomePod, on semble comprendre, parce qu'évidemment on n'a pas l'information de l'intérieur, mais on semble comprendre que c'est un produit dont l'accouchement a été assez laborieux, où ils ont il y a eu plusieurs équipes, plusieurs tentatives, et puis des remises en cause du projet, et puis voilà. WWDC, la grand-messe des développeurs chez Apple, c'est la semaine prochaine, du 4 au 6, je ne dis pas de bêtises. Il semblerait que lors de la keynote d'ouverture du WWDC, eh bien, il n'y aura pas d'annonce de produits exceptionnellement. Donc, affaire à suivre, ce n'est qu'une rumeur, évidemment. On vous en dira plus la semaine prochaine, certainement. On peut passer à la lettre B. Et on va encore parler d'Apple, Marc, puisqu'il s'agit du fameux Bandgate, on s'en souvient. Apple était, semble-t-il, au courant, mais n'a rien dit. Il faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte, Marc. Alors, remettons. 2014, c'est la sortie de l'iPhone 6 et de l'iPhone 6 Plus. C'est une rupture assez radicale par rapport à ce qu'Apple avait l'habitude de faire en matière de téléphone. Nouveau design, nouveau form factor, 2 tailles de téléphone différentes et... Premier problème, le téléphone se plie. Lorsqu'il est dans la poche arrière ou qu'il est sur la poche de côté, en tout cas lorsqu'il est soumis à une pression plus ou moins forte, il se plie. Et il se plie quand même relativement fort, au point que certains téléphones deviennent carrément inutilisables. Parce qu'on parle quand même de trucs qui se plient comme ça. Oui, en angle droit, quoi. Pas en angle droit, mais bon, presque. Un bon 30, 40 degrés, quoi. Et donc, à ce moment-là, Apple, évidemment, sort sa tactique habituelle, qui est de dire non, il n'y a absolument aucun problème, c'est pas vrai, enfin si, c'est peut-être vrai, mais les appareils ont été maltraités au-delà du raisonnable, le problème est marginal, les téléphones que nous produisons sont top of the class et n'ont absolument aucun problème. Ils avaient même invité de mémoire certains journalistes, parmi les plus virulents, à venir voir dans leurs usines les tests et les protocoles de torture qu'ils faisaient subir à leurs terminaux avant de les mettre sur le marché. Soit. En 2016, le problème se reproduit, toujours avec, cette fois-ci, c'était l'iPhone 6 Plus et de mémoire les premières versions d'iPhone 7, toujours basées sur le même form factor, où, en plus d'avoir le problème toujours de pliabilité, je ne sais pas si le mot existe, le problème avait un deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire que sur les téléphones pliés, l'écran ne fonctionnait plus, ce qui est encore plus gênant. À ce moment-là, il y a une class action qui s'est mise en place de la part de plusieurs milliers d'utilisateurs frustrés contre Apple. L'action est toujours en cours, mais tout récemment, la juge qui est en charge de l'affaire a mis la main, on ne sait pas trop comment, sur des documents internes à Apple qui attestent que dès 2014, Apple était parfaitement au courant. Ils avaient déterminé lors de leur fameux test que l'iPhone 6 avait alors 3,3 fois plus de chances de se plier qu'un iPhone 5. L'iPhone 6 Plus avait un coefficient de pliabilité, j'aime bien ce mot, de 7,2 par rapport à un iPhone 5S. Et ces deux
factor était mentionné noir sur blanc, accompagné de la mention, ces deux modèles ont des probabilités de se tordre beaucoup plus élevées que les générations précédentes. C'est pas ça qui les a empêchés de les commercialiser et toujours après de prétendre la main sur le cœur qu'ils ne savaient absolument rien. Ouais. Donc autrement dit, en clair et sans décodeur, ça va chier. Oui, mais c'était assez évident, en tout cas pour le 6+, quand tu voyais le form factor, comme tu le disais, la taille de l'écran, que c'était pas très compliqué, sans l'avoir fait moi-même, hein, mais ça ne semblait pas très compliqué de le voir plier sur le galbe d'une fesse. Par exemple, lorsqu'on le glisse dans sa poche revolver. Ceci dit, beaucoup de smartphones, à mon avis, quelle que soit la marque, réagirait à peu près de la même manière à ce genre de torture, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est pas fait pour être mis dans la poche revolver, un smartphone, de manière générale. Non, mais enfin, bon, on se rappelle aussi que Apple a une longue histoire de répondre totalement à côté. C'est la réponse qui est gênante, oui. On se rappelle le problème historique de l'iPhone 4, qui avait des problèmes de réception manifestes quand Apple avait commencé à déplacer les bandes de réception d'antenne. Qu'est-ce que Steve Jobs, qui était encore en vie à ce moment-là, nous avait dit ? Vous tenez mal votre téléphone. Nous n'avons pas de problème avec notre téléphone, c'est vous qui le tenez mal. De là à ce qu'une marque nous sorte, non, vous ne devez pas mettre votre téléphone en poche lorsque vous avez un postérieur trop galbé, ça arrivera bien un jour. Je ne sais pas ce qu'en pense Benoît de ce problème de communication, je pense plus qu'autre chose, hein, une fois de plus. Ça me paraît pas surprenant qu'ils aient fait des mesures. Ce qui est intéressant dans le document, quand on le lit, c'est qu'ils disent, voilà, il se plie 3,3 fois plus que l'ancien modèle. Alors la question, c'est, quand on fabrique un produit, on est toujours obligé de se dire, voilà, il se comporte comme ça différemment de l'ancien modèle, et puis après, il y a un choix à faire. Est-ce que ça va être suffisant ou pas ? C'est et visiblement, bon, après on peut débattre, savoir s'ils ont fait le bon choix ou le mauvais choix. Ça me surprend pas qu'ils aient fait les mesures. Non, mais les mesures, soyons clairs, c'est pas la question des mesures, c'est la question d'avoir communiqué tout en sachant que effectivement l'appareil risquait d'être encore une fois, plus rapidement endommagé que ils ont estimé. Le problème pour ça, c'est que tu n'as pas une espèce de comment dire, on a nous des attentes en se disant ouais, je m'attends à pouvoir le mettre dans la poche, etc. Le produit a peut-être pas été conçu pour ça. Alors après, ça veut dire que c'est pas le bon produit, et donc il aurait pas fallu l'acheter. Mais tu sais, t'as toutes ces marques qui te sortent des trucs en disant attention, notre produit, vous pouvez pas faire ça, 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 vous pouvez pas faire ça. Pourquoi ? Parce qu'ils font des mesures ainsi, puis j'arrive à la conclusion ça marche pas dans ce cas-là. Ouais. Et puis bon, à la fin, je pense qu'il faut. Le truc, c'est qu'il faut bien s'informer. Il faut se dire voilà, vu ça, moi j'ai ces grands écrans. Comme tu le dis, Marc, je trouve que ça se voit que ça va se plier. Ça m'a toujours fait peur pour un téléphone. J'ai jamais voulu m'acheter un truc pareil. Mais c'est vrai que si t'es naïf, oui, c'est ça. Tu vas te dire, tiens, je vais le faire, et tu peux légitement te dire, tu te fais piéger. Trop de confiance. Mais c'est pas étonnant qu'il plie 2 fois plus vite que le modèle plus petit, par exemple. Oui, bien sûr. Mais ça n'a rien d'étonnant, c'est juste de la bête mécanique. Trop de confiance dans la marque, peut-être. Excès de confiance. Oui. Je sais pas si c'est de la confiance dans la marque. Le problème ici n'est pas le fait que le téléphone se plie. Comme Benoît vient de le dire, c'est physique, c'est un truc, un téléphone de cette taille-là, vous vous asseyez dessus, ça se plie, c'est normal, que ce soit un iPhone, que ce soit un Samsung, que ce soit n'importe quoi, ça va se plier. Le problème n'est pas d'avoir fait des mesures, et c'est tout à leur honneur d'avoir fait des mesures pour pouvoir déterminer le coefficient et les limites à partir desquelles le truc n'est plus utilisable dans les conditions dans lesquelles il est censé être utilisable. Le reproche qui est fait ici, et c'est devenu le reproche principal dans cette class action, c'est simplement qu'Apple a menti délibérément en disant non, nous avons fait les mesures, c'est non, nous avons vérifié que ce téléphone ne plie pas, alors qu'il plie. C'est simplement ça, le problème il est là. C'est qu'Apple a commercialisé le truc en sachant que ça risquait de plier. Ils auraient simplement pu dire, oui effectivement, on l'a fait, on a commercialisé le truc, on savait qu'il allait plier, mais en même temps, vous n'êtes pas censé le mettre dans votre poche arrière. Oui. Et voilà, là, non, simplement, non, nos téléphones sont parfaits, nos téléphones ne plient pas. Point.
Ceci dit, voilà. Bon, voilà. Du coup, la class action, machin, avocat, et donc dorénavant, vous aurez une petite notice si ça plie. Il y aura un petit mot plus dans la notice que personne ne lit, en disant ne vous asseyez pas dessus. Et puis là, c'est quand même fort de devoir le dire quand même. Hein. Quand on voit le bidule, c'est un truc un peu surnaturel, quoi. C'est comme si on vous disait maintenant, attention, la bouteille, ne la jetez pas par terre, parce qu'elle peut casser. Voilà. On peut passer à la lettre B encore, B, mais comme bug. Cette semaine, on parle d'un bug, ou plutôt d'un bug bounty, avec à la clé 31 000 €. C'est Marc qui nous en parle, hein, je pense. Oui, Marc. Ouais, c'est ça, un bug bounty, un adolescent d'Amérique du Sud qui a reçu 31 000 € de Google, joli petit pactole, pour avoir trouvé une faille dans leur système, dans un de leurs systèmes qui permettait notamment ici, dans ce cas précis, l'exécution d'un code à distance. Donc le genre de bug bien bateau, mais qu'il fallait trouver quand même. Et donc le type en question, qui s'appelle Ezequiel Pereira, n'en est pas à son premier coup, c'est son 5e bug spoté chez Google. Simplement ici, ça lui a quand même rapporté pas mal. Donc, alors évidemment, le bug a été spoté fin mars, mais il n'a pu en parler que le 16 mai, le temps que la faille soit bouchée. C'est de bonne guerre. Le bonhomme se retrouve désormais 12e dans le Hall of Fame que Google consacre aux gens qui spotent des bugs chez eux. Et donc, ce programme de bug bounty, finalement, c'est intelligent parce que ça permet de faire intervenir des gens qui ne sont pas forcément dans le radar de Google, mais qui ont les compétences ou l'expertise ou les skills pour pouvoir débugger ce genre de trucs. En 2017, donc, Google a distribué 2,5 millions d'euros aux dénicheurs de bugs. Le plus gros a reçu 96 200 €, c'est quand même pas mal. Ouais. Donc 2,5 millions qui ont été partagés entre 274 personnes, c'est sympa. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les gens qui trouvent ce genre de bug, généralement après, n'ont aucun problème pour trouver un boulot. Oui, c'est ça. Si je me rappelle bien, il y a quelques années maintenant, ça remonte, il me semble que c'était Microsoft qui pratiquait de la même façon, et un jeune gars indien avait trouvé un bug, il avait aussi emporté un boulot, etc., mais il avait 12 ou 13 ans, je crois, quelque chose comme ça. Oui, c'est pas impossible. Donc voilà, ça peut arriver aussi. Donc je pense pas qu'il ait eu du bol, je pense qu'il avait vraiment... c'était une tête, comme on dit, et voilà. C'est bien de challenger comme ça aussi. Absolument. Benoît avait envie de réagir, non? Ou j'ai rêvé? Non, c'est marrant, c'est une interview, c'est une job interview où t'es payé en fait en finale. Ouais, c'est ça. T'es payé pour aller passer la job interview. Oui, c'est ça. On va passer à la lettre C avec, voilà, tiens, le genre de choses dont on ne parle pas quand Benoît n'est pas là. C'est comme cuisine. Benoît, on va imaginer un restaurant tenu par des Thermomix. Tu sais pas ce que c'est, ça? Qu'est-ce qu'un Thermomix? Alors, moi je découvre à chaque fois. Ce sont des petits robots ménagers, ouais. Qui non seulement font ce que font la plupart des robots ménagers, donc couper, préparer des pâtes, des choses comme ça, mais également sont capables de chauffer et donc de cuire. D'accord. Alors j'en ai pas un parce que moi j'aime bien cuisiner moi-même, mais j'ai un pote qui me dit que ça a sauvé son mariage, ce genre de gadget. Si ça pouvait aussi monter les meubles Ikea, ce serait pas mal. Le truc, c'est que des ingénieurs du MIT, 4 ingénieurs du MIT, ont installé un restaurant robotisé, complètement robotisé. Ils le présentent comme étant le premier restaurant complètement robotisé à Boston. Et donc, le principe, c'est d'avoir construit des petits wok robotisés. Okay. Donc les matières premières sont préparées, donc les légumes sont découpés, portionnés, etc. La viande et tout ça. Et puis tu as des robots qui amènent les matières premières. Il y a une chouette petite vidéo si vous suivez le lien depuis le site, qui amène les matières premières dans des petits woks. Les woks chauffent par induction. Et les woks ont la capacité de tourner, donc de mélanger, de préparer les aliments. Et puis, une fois que c'est terminé, l'aliment est versé dans un bol. Et puis, seule intervention humaine, il y a un être humain qui rajoute un petit peu de sauce. Et puis, on te le sert, et voilà. Et du coup, tu as ton bol préparé. Alors, leur idée, c'était de dire, on trouve que c'est important qu'il y ait une nourriture de bonne qualité. Ça coûte cher de manger dans un restaurant parce que voilà, il faut beaucoup de personnel. Et donc, en robotisant le truc, on peut faire une nourriture qui est de la même qualité qu'un bon restaurant, mais moins cher. Parce que voilà, le robot remplace la moitié du personnel. C'est le truc classique, si on robotise,
Ça en plus, ce sont des choses, ils cuisinent des choses relativement simples, en fait. Ils cuisinent des choses assez simples et a priori assez saines, puisqu'on est sur une cuisine. Le wok, généralement, ça va être des produits simples, un petit peu bien cuits, bien préparés. Ça dépend des matières premières aussi. Ça dépend des matières premières, mais ça peut être assez sain. Ouais. La cuisine chinoise est quand même plutôt réputée. Attends, il y a mon chat qui fait l'andouille. La cuisine chinoise est quand même plutôt réputée comme étant globalement assez saine. Quoi. Et mon chat qui fait l'andouille. Je note cette phrase. Mon chat qui fait l'andouille. Le bruit que vous venez d'entendre, c'est le chat qui veut se faire remarquer. Il y a 2-3 trucs qui sont marrants parce qu'ils ont bien réfléchi à leur idée. Donc les wok chauffent par induction. Et en regardant la vidéo au début, je me suis dit mais c'est quoi ce machin sur le côté? Et en fait, les plaques à induction ne sont pas derrière, en dessous du robot, là où tu t'attendrais à l'avoir sur une casserole, mais elles sont sur le côté. Donc la casserole, le wok chauffe par le côté. D'accord. Et alors le principe, c'est aussi que les woks s'inclinent, ce qui fait que tu vois ton repas être préparé devant toi. Ok. Voilà, donc je trouve l'idée absolument bluffante. Bon, évidemment, malheureusement, c'est encore un petit peu des savoir-faire qui s'en vont. Ouais. Mais le principe de dire on va faire des plats de bonne qualité, pourquoi pas. Il me semble qu'on avait parlé de ça avec Sébastien. Je ne sais pas si Marc se souvient mieux que moi. La mémoire des failles de temps en temps. Ouais, je ne sais plus quelle société, je me demande si c'est pas Sony, qui s'était lancé dans la fabrication, la construction d'un robot censé cuisiner, parce qu'il considérait que si un robot était capable de cuisiner des choses un petit peu compliquées, etc., il était capable de faire plein d'autres trucs aussi. Et je sais pas si tu te rappelles de ça, Marc. Alors, je ne sais pas si on avait parlé avec Seb, mais je me rappelle effectivement qu'une société japonaise, ne me demande plus laquelle, effectivement, en disant les réparables outrages, tout ça pour les petits neurones, mais je me rappelle qu'une société japonaise qui était active dans le domaine de la robotique et de l'intelligence artificielle avait pris le parti de construire un robot cuisinier, effectivement, en partant du postulat que cuisiner était le meilleur apprentissage pour rendre une intelligence autonome. Voilà, c'est ça. Ouais. Et on avait même fait le lien à l'époque avec la machine capable de construire des meubles Ikea. On continue à sauver des couples sur le coup. Benoît voulait rajouter un truc. Attention, ici, c'est pas un concept. Hein, c'est vraiment un restaurant qui est ouvert. On peut rentrer dedans et aller y manger. Hein. Oui, il est où, en fait, ce restaurant? À Boston. À Boston, ok. Bon, si vous passez par Boston, allez faire quelques photos et envoyez-les nous, ça nous intéresse. À mon avis, si on tape ça dans Instagram, on devrait trouver, à mon avis, des gens qui ont été et qui ont fait un peu le relais. Spice. Comment? Spice ou Spicy? Spice. En tout cas, on a mis le lien dans le blog, les technos, comme d'ailleurs toutes les sources des informations dont on vous parle, vous pouvez vous-même ressourcer, entre guillemets, ces informations et remonter le courant vers les articles d'origine. On était à la lettre C comme cuisine, on passe à la lettre D comme drone, toujours avec Benoît, pour parler de drones qui pourraient changer nos villes, finalement, dans un avenir plus ou moins proche. Mais oui, parce qu'en fait, les drones, ça se développe assez rapidement. Et il y a une The Zine, qui est un magazine anglais assez bien fait, je trouve, qui vient de financer un petit documentaire d'1 quart d'heure. Et si vous avez 1 quart d'heure, ça vaut la peine d'aller le regarder, sur l'impact que les drones vont avoir sur notre ville et sur nos villes, et donc sur nos vies. Et leur hypothèse, c'est de dire, en fait, les drones vont être aussi impactants que l'arrivée d'Internet. Et plein de choses maintenant qu'on voit en ville quand on se balade, notamment les caisses enregistreuses ont complètement changé, les magasins sont en train de fermer parce que les gens font leur achat par Internet. Il y a eu énormément d'impact. Ils disent, voilà, on peut s'attendre aussi à d'énormes changements dans les villes. Et ils ont interrogé comme ça une série d'acteurs, de gens qui travaillent sur les sujets, depuis des gens qui font des projets, tu vois. Il y a ces projets d'essayer de faire construire des bâtiments par des drones, ou d'essayer de travailler, de construire des ponts ou des choses comme ça avec des drones, soit permanents, soit des constructions permanentes, soit des constructions temporaires, mais qui permettent d'aller rejoindre des points qui sont quasiment inaccessibles autrement, et donc de faire des éléments de travail qu'on ne pourrait pas faire normalement, jusqu'à la surveillance, un drone policier. Enfin voilà, il y a plein de sujets comme ça. Et c'est vrai que drone, on pense que c'est joli, ça permet de faire des photos aériennes, c'est plutôt sympa, et ça fait un petit peu réfléchir, ça donne d'autres perspectives sur comment les drones pourraient effectivement arriver dans notre vie. On pense aussi aux livraisons. Bien sûr, Amazon et compagnie veulent livrer, voilà. Donc ils reprennent un petit peu tout ça et ils disent, mais si on met tout ça ensemble, c'est une vraie révolution.
qui est en train de nous tomber dessus. Ce documentaire est essentiellement concerné à l'environnement urbain, ou il développe aussi des choses en dehors des villes, parce qu'on voit énormément de choses également avec des drones utilisés par exemple pour surveiller les cultures, pour prendre cet exemple. Non, c'est vraiment l'environnement urbain. Là, c'est uniquement urbain. Bon, voilà, 15 bonnes minutes, on va dire, de visionnage, c'est sur YouTube. On vous mettra le lien également. Comme ça, vous pourrez aller vous faire votre propre idée et peut-être également en débattre à cette occasion. On peut passer à la lettre I comme Intel. Marc, Intel aurait délibérément viré ses employés les plus âgés. Question de retourner la pyramide des âges, sans doute. Ouais, c'est pas la première fois. Simplement, les fois précédentes, il n'y avait pas de preuves tangibles. La fois précédente, c'était en 2007-2008. Gros exercice qui avait vu le départ de plus de 30 000 employés. Ici, c'est en 2016. Deuxième crise du PC qui a fait annoncer à Intel l'écrémage de près de 12 000 personnes par rapport à sa workforce. Et à cette époque, contrairement au nettoyage précédent, à cette époque, donc en 2016, Intel avait été obligé de fournir des données précises, démographiques, sur la vague de licenciements. Et donc, il y a une agence fédérale américaine qui se penche sur cette affaire et qui a remarqué que dans la masse des employés qui se sont fait remercier, les personnes de plus de 40 ans avaient 2,5 fois plus de chances, mais de nouveau sur des ratios, sur des petits chiffres comme ça, de perdre leur emploi que les moins de 40 ans. Et effectivement, lorsqu'on regarde l'âge moyen des 12 000 employés qui ont été licenciés, l'âge moyen était quand même de 49 ans. Alors, les grandes entreprises... Excuse-moi, je te coupe 2 secondes. Est-ce qu'on connaît l'âge moyen des employés globalement de l'entreprise ? Donc, ça tourne aux alentours des 35-36 ans, je pense. Okay. En tout cas, à l'époque où moi j'y étais, mais ça fait déjà un petit paquet d'années, il y a à peu près 10-12 ans, c'était dans les 35-36 ans. Ok. Et donc, tu as aussi été dans les gens qui, 40 ans, on leur a demandé de... Non, moi quand je suis parti, j'avais 37 ans. Donc voilà. T'étais un vieux, quoi. J'étais un vieux. Non, parce que la population européenne était plus vieille que la population américaine. D'accord. Enfin, on rappelle quand même qu'Intel a des usines et des employés partout dans le monde, donc c'est difficile de commencer à faire des moyennes nationales. Si je pose la question, soyons clairs, c'est pour savoir si effectivement il y a un glissement intentionnel de virer des gens plus âgés. Il faut toujours relativiser en fonction de l'âge moyen de l'entreprise aussi. Je veux dire, voilà. Mais c'est quelque chose qui a l'air tout à fait plausible dans la mesure où si tu regardes un petit peu ce qui se passe dans d'autres compagnies tech de la planète, les grandes entreprises qui sont actives dans le secteur sont souvent accusées de favoriser les plus jeunes au détriment des plus âgés. Par exemple, en 2016, de mémoire aussi, Google avait été poursuivi pour une discrimination plus ou moins masqués, à l'égard de toute une population d'ingénieurs âgés de plus de 40 ans. Ces gens ne recevaient plus de nouveaux projets, ces gens étaient un peu mis dans un placard, ces gens globalement étaient poussés à démissionner ou à faire de la place pour une population plus jeune. Même chose plus tard chez Apple, même chose plus tard chez Facebook. Donc voilà, il y a effectivement une tendance assez importante et quelque part on peut le comprendre, vu que les choses évoluent, les jeunes pousses doivent faire leur place et les vieux croutons doivent aller se remiser au placard. Bon, je caricature très fort. Là, je pense que tu caricatures parce que quand tu parles de ce que tu appelles les vieux croutons, entre guillemets, je pense qu'ils ont encore ils ont toutes les qualités nécessaires pour faire peut-être d'autres choses que celles qu'on exige d'eux, qu'on exigeait d'eux dans la structure dans laquelle ils étaient initialement. Non. Je caricature volontairement, mais les faits sont là. Il y a réellement une discrimination, volontaire ou pas, dans le secteur de la tech pour les personnes qui sont plus âgées, qui a d'ailleurs poussé les États-Unis, et ça ne date pas d'hier, qui a poussé le gouvernement américain il y a une trentaine d'années, donc déjà à cette époque-là, à édicter un décret, l'équivalent d'un décret chez nous, c'était le Age Discrimination in Employment Act, qui en fait imposait des pénalités financières aux entreprises qui n'avaient pas une bonne balance ou qui discriminaient des gens sur base notamment de leur âge. Et si les faits sont avérés, un tel risque un recours collectif et donc de nouveau une grosse amende.
Ok. Bon, affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là, mais moi, je suis pas convaincu que les gens qu'on vire parce que, soi-disant, trop âgés, en plus de ça, 40 ans, si on est trop âgé à 40 ans... on est mort. Hein, mais je pense que ce sont des compétences dont on aura toujours besoin, ou en tout cas des gens qui ont des cerveaux qui fonctionnent d'une certaine manière et qui peuvent être utilisés dans d'autres tâches tout à fait intéressantes également. Je pense qu'il faut arrêter de se focaliser définitivement sur l'idée qu'on fera le même boulot toute notre vie et qu'on bossera pour la même boîte toute notre existence. Hein. Enfin, ça, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est une réalité et on n'est peut-être pas obligé de faire le même métier toute notre vie non plus. Je sais pas. Je sens que Benoît est pensif sur cette question. Il est un peu... Oui, non, c'est... Oui. Je suis assez d'accord avec toi, Marc. Effectivement, on va pas faire le même boulot toute notre vie, on change d'environnement et peut-être... C'est peut-être ça. La question, voilà, c'est ça. C'est est-ce que justement... ça veut dire qu'une boîte comme Intel, c'est une boîte où le type de profil et de travail fait qu'à un certain moment, ça n'a plus beaucoup de sens d'y rester, ou est-ce que... C'est un peu ça la question que je me pose, tu vois, en vous entendant parler tous les deux. C'est est-ce que ça veut dire qu'Intel, ça n'a pas de sens d'y rester au-delà de... En moyenne, je ne vais pas dire pour tout le monde, mais voilà, est-ce que ça veut dire que certains types de postes qui sont fort présents chez Intel n'aurait pas de sens au-delà d'un ou ont moins de sens. C'est discriminant, hein, on est d'accord que c'est une discrimination. Hein, c'est une discrimination. Oui, d'accord, mais en même temps, il y a des discriminations qui sont... Enfin, je sais que c'est pas la définition légale des choses, mais pour moi, il y a le problème du... Voilà, quand l'entreprise dit « si vous avez tel âge, on pense que vous êtes plus capable de le faire et donc on veut plus vous voir », ça, c'est une discrimination qui pose un vrai problème. Maintenant que la nature du job fasse que... D'ailleurs, c'est le concept des jobs... des jobs plus difficiles, hein, où on dit, voilà, pénible, vu certaines natures de job... Pénible, merci. Vu certaines natures de job, à un certain âge, on n'est plus capable de le faire correctement. Oui. Alors, en vous entendant parler, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est plus capable de travailler. Aussi dans la tech, est-ce que voilà... Ce qui ne veut pas dire... Ce qui ne veut pas dire... Attends, 2 secondes. Ce qui ne veut pas dire, je peux préciser que même si on a fait un travail pénible jusqu'à un certain âge, ou un peu particulier ça ne veut pas dire pour autant qu'on est bon à rien derrière. Je veux dire, il faut adapter un petit peu le travail en fonction des personnes. Oui, ça c'est clair que ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de pouvoir adapter sa carrière, qui n'était pas le mode de raisonnement avant, ça devient une réalité. Donc je pense qu'il y a certaines personnes qui insistent lourdement sur le fait que on casse du vieux, etc. Alors que bon, il y a peut-être moyen de le prendre le contre-pied tout simplement par rapport à ça, même si c'est pas toujours gai. Hein, soyons très 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 clairs. Marc. Oui, c'est pas une histoire de casser du vieux ou de discriminer, c'est simplement que les vieux, je déteste ce mot, mais les personnes qui ont un historique plus important dans l'entreprise ou sur le marché du travail apportent avec eux généralement quelque chose que tous les partisans de la vague de jeunisme ne pourront jamais apporter, c'est une expérience. Et l'expérience, c'est toujours quelque chose qui permet de s'en sortir quand tu n'as pas forcément toutes les cartes en main. Donc, effectivement, il y a peut-être une tendance qui pousse les gens plus âgés vers la porte au prétexte qu'il faut faire la place aux jeunes et que les vieux ne sont pas capables de se remettre en question, qu'ils ont trop connu justement cette linéarité dans le monde du travail, alors qu'aujourd'hui on doit être beaucoup plus modulaire et qu'ils sont plus résistants au changement. Les arguments ne manquent pas, mais d'un autre côté, il y a effectivement cet argument de l'expérience, cet argument de l'adaptabilité. Et de toute façon, comme tu dis, on n'est pas mort à 40 ans, quoi. Non, c'est ça. Voilà. Donc, il y a moyen de rebondir. Évidemment, il faut prendre un petit peu le contre-coup. Benoît, pour conclure. On va pas passer la soirée sur le sujet, mais maintenant, en réfléchissant, il y a peut-être aussi un phénomène de coût, puisque si l'objectif d'Intel était de baisser les coûts, c'est vrai que généralement, avec l'expérience, vient des salaires plus élevés. Qui peuvent ou qui peuvent pas se justifier par l'expérience apportée. Je veux absolument pas rentrer dans ce débat-là si on est vraiment parti jusqu'à demain. Mais si tu dis que le but était de couper les coûts et que tu le fais de façon très mécanique, ça a une certaine logique aussi. Ouais, mais d'un autre côté, je me demande si on n'engage pas à un coût supérieur aujourd'hui. Les jeunes qui sont engagés dans le domaine IT de nos jours, je me demande s'ils ne touchent pas des salaires bien plus élevés que ceux des seniors, par exemple, quand ils sont arrivés dans la structure. C'est une question ouverte, j'ai pas la réponse, mais voilà, il y a peut-être un souci d'économie, mais c'est une petite économie à mon avis. Elle est pas, enfin,
je sais pas. Si vous en pensez quelque chose, si vous avez une opinion, une expérience à partager avec nous, n'hésitez pas à le faire en commentaire, évidemment, on s'en fera les coups, et, parce que c'est le genre de sujet intéressant. Ça change un petit peu de l'aspect purement technologique qu'on a l'habitude de développer ici, mais ça reste tout à fait intéressant. On passe à la lettre L, si tout le monde est d'accord. L comme lune. Ah tiens, j'ai mon clavier qui s'est barré, ça va être pratique pour la suite. L comme lune, voilà, ça fonctionne. On va parler de la lune et de Jeff Bezos qui veut s'offrir la lune, c'est pas le seul, hein, ceci dit Marc. Non, mais lui, il veut le faire pour une très bonne raison. Et en fait, alors que tous les projets qui sont en train d'être mis sur pied par la NASA, par l'administration Trump, par Elon Musk, etc. Les Chinois aussi. Et les Chinois visent... Non, les Chinois, eux, restent justement de ce côté-là. Mais tous les projets qui ont beaucoup de visibilité, pour l'instant, visent Mars et la colonisation de Mars et l'exploitation de Mars. Bezos, lui, il a une démarche un peu différente. Et avec Blue Origin, qui est sa société à lui, active dans le domaine de l'aérospatial, il s'est dit... Aujourd'hui, on a un problème qui est un problème triple. On a un problème de production, à savoir que pour pouvoir produire des biens et des services, et non, pas des services, des biens de consommation et des matières premières et tout ce qu'on doit produire pour pouvoir fonctionner en tant que civilisation, on a besoin de ressources et on a besoin d'espace. Et généralement, cette production se fait au détriment d'un autre facteur qui est le facteur environnemental. On a besoin d'énergie. Cette énergie, aujourd'hui, c'est une énergie fossile. On commence à utiliser d'autres énergies renouvelables, mais on est de nouveau limité. Or, si on regarde dans un avenir pas trop lointain au niveau de l'humanité, c'est 50, 100 ans, on aura maîtrisé de manière beaucoup plus efficace l'apport en énergie avec, par exemple, l'énergie solaire. On voit qu'au fil du temps, l'efficacité et le rendement des installations style panneaux solaires devient de plus en plus importante et de plus en plus efficace. Pourquoi ne pas utiliser un endroit qui est proche de la Terre, finalement, pour transposer toutes nos industries lourdes qui polluent, qui ont besoin de matériaux, qui ont besoin de ressources qu'on est en train d'épuiser sur Terre, alors qu'elles sont là à portée de main. Pourquoi ne pas tout délocaliser sur la Lune? Et finalement, c'est quelque chose qui a son sens, vu que les matériaux sont en abondance, il y a des minerais, il y a de l'énergie solaire, en veux-tu, en voilà, il n'y a pas vraiment de problème de pollution, parce que pour polluer la Lune, il faudrait déjà qu'il y ait une vie indigène ou quelque chose qu'on puisse polluer, et là, ce ne sera pas le cas. Et pas de voisins. On va peut-être polluer l'espace après, ça c'est autre chose, mais c'est vrai que la réflexion se tient, et donc il aimerait pouvoir, dans les années qui viennent, que ce soit avec la NASA, avec d'autres administrations, avec des autres entreprises privées, ou seul si personne ne veut le suivre, commencer à mettre sur place tout un programme pour utiliser la Lune comme une usine géante pour produire toutes les matières et les ressources dont nous avons besoin en tant que civilisation, sans gréver l'environnement et les ressources que nous avons encore nous ici sur Terre. C'est vers ça qu'ils veulent. C'est vers ça qu'ils veulent. Moi, j'aime bien le concept. Enfin, ça va pas se faire demain, hein, je veux dire... 50 à 100 ans. Mais 50 à 100 ans sur l'histoire de l'humanité, c'est pas grand-chose. Ouais. D'ici à ce que Elon Musk produise ses Tesla sur la Lune, il y aura quand même une marge, quoi. Bah, pourquoi pas? Je sais pas s'il s'entend bien avec Jeff Bezos. J'ai un petit doute. On verra bien. C'est une façon de voir. En tout cas, moi, je voyais il y a pas tellement longtemps, ils en ont pas parlé. Je pense un peu à la télévision, mais je peux me tromper. Justement, de la Chine qui s'intéresse de plus en plus à la Lune aussi, qui veulent envoyer des gens sur la Lune. Mais en plus, ils ont envoyé un satellite. Mais je pense avec l'aide d'Elon Musk, mais là j'ai un gros doute, un satellite, mais qui va derrière la Lune, donc qui va permettre d'avoir une vue permanente de ce qui se passe du côté de la face cachée de la Lune. Ça risque d'être assez intéressant à voir dans l'avenir, évidemment, c'est pas pour tout de suite, mais voilà, c'est une petite parenthèse que je referme aussitôt pour passer à la lettre O. O comme Ovi, et non pas Ovidie, qui est, paraît-il, une star du porno, me disait Marc juste avant de commencer.
Je ne connais même pas la dame en question. Donc voilà, la référence culturelle qu'on peut. Oui, c'est ça. C'est ça. La référence culturelle qu'on peut. Et j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Merci. Tape son nom dans Google, tu vas voir. Non, merci. Et ceci étant dit, le sujet n'a rien à voir, Benoît, puisqu'on va parler de Tupperware. Voilà, oui. Tupperware, c'est ces fameuses boîtes. On se reconvertit comme on peut. Les fameuses boîtes qu'on connaît tous, la boîte à tartines, quoi, en gros, mais de la marque. C'est une marque qui est devenue un nom commun, en fait, Tupperware, quelque part. Benoît. Sauf que là, c'est du smartware. Oui. Donc, c'est la même boîte, mais rendue intelligente. D'accord. Et c'est un projet Kickstarter. Que je trouvais assez amusant, même si d'abord j'aurais pas pu parce qu'il ne livre pas en Europe, mais même si j'ai pas choisi de le backer, mais j'ai trouvé l'idée assez amusante. C'est d'avoir un petit capteur que tu places sur tes boîtes d'aliments. Tu dis ça se connecte à ton Alexa ou à tes assistants vocaux et tu leur dis voilà, le capteur là que je suis en train de mettre, c'est je sais pas moi, sur de la viande, sur des pommes de terre, sur quelque chose. Donc ça donne ça permet d'associer une durée de conservation au capteur et enfin au type d'aliment qui va être dedans, et puis à partir de là le petit capteur va pouvoir te rappeler quand attention tu sais il te reste la salade de pommes de terre là qui est là depuis 2 jours, peut-être qu'il serait temps de la manger avant qu'elle ne commence à se déplacer toute seule dans le frigo. Et alors à te faire des rappels et éventuellement à te proposer des recettes en disant tu vois à côté t'as le reste de saumon là, peut-être que tu pourrais faire je sais pas moi, une salade de pommes de terre avec des saumons, enfin bref, des œufs brouillés en même temps, enfin voilà. Et donc l'idée c'est d'éviter le gaspillage, en tout cas c'est présenté comme ça, d'éviter le gaspillage alimentaire est quand même très très important et qui est vraiment dommage parce que ça fait plein de ressources pour produire des aliments à pure perte, ça fait des gens qui ont pas à manger et puis quelque part nous on gaspille, on jette, donc c'est énorme le gaspillage alimentaire. Je sais plus, donc j'ai trouvé l'idée chouette. Les chiffres du gaspillage alimentaire c'est colossal. Oui, ils les reprennent dans la campagne. Attends, je vais te les retrouver. Donc voilà, mais je trouve ça plutôt pas mal. En fait, c'est quoi ? C'est un petit 40% de la nourriture aux États-Unis. Oui, chez nous, ça doit tourner aux alentours des 25-30%, je pense. Oui, parce que les Américains sont un peu plus doués que nous pour jeter, mais enfin, c'est quand même. C'est une question de conditionnement énorme, aussi. C'est le conditionnement des aliments qui fait beaucoup, aussi sur ce qu'on jette, etc. Enfin bref, c'est pas très malin. En gros, le petit capteur en question, il ne capte pas ce qui se passe dans la boîte Tupperware. Il dit pas tiens là ça commence à devenir cracra, il y a des poils sur le camembert, il faudrait faire quelque chose. Non, c'est un petit compteur quoi, c'est un chronomètre. C'est un petit compteur, mais c'est comme le capteur a un petit bouton en fait. Vous verrez que je dis capteur, c'est pas franchement un capteur. Comme le truc a un petit bouton, ça te permet d'appuyer pour dire voilà, je suis en train de ranger tel aliment. En même temps, ton assistant vocal prend note de ce que c'est. Donc l'interface, parce que on pourrait imaginer de se faire une étiquette, machin, mais tu vas la perdre évidemment. Ouais. Et donc l'idée, c'est que ça te rend plus simple la gestion par ton assistant vocal que tu as déjà, qui peut être ton smartphone, du côté vieillissement de tes produits et savoir quand ils vont plus être frais. C'est vrai que sur le fond, on pourrait imaginer une application où tu irais saisir, voilà, je viens de remplir une boîte de carottes, mais c'est moins, tu vois, le côté bouton, il est vraiment pour le côté que ça devienne un geste qui n'est pas compliqué, quoi. Voilà, un geste simple. Ovi, ça s'appelle. Et comme tu nous le disais, c'est pas encore disponible chez nous. Non, pas tout de suite. Mais alors, il donne comme fonction derrière, donc le fait de retrouver, d'abord te notifier quand il est temps que tu ailles le manger, des recherches pour des recettes qui vont correspondre à ce que tu veux, et puis aussi quand tu fais tes courses, de savoir tiens, mais est-ce qu'il me reste de la salade de pommes de terre ? Ça c'est pas mal, oui. Et ben voilà. Tu vas te dire je vais en racheter parce qu'on ne sait jamais, mais non, tu sais que tu en as. Tu regardes et il te dit voilà, non seulement il t'en reste, mais tu dois les manger avant 2 jours. Exactement. Exactement. Et alors ils vendent également donc soit tu le mets sur tes récipients que tu as déjà, soit ils te vendent des récipients avec un petit espace pour que le petit bouton vienne se placer dedans. Bon, finalement c'est pas une véritable réinvention de la boîte Tupperware, mais c'est une adjonction, on va dire, d'un petit bitonio qui peut être fort utile. Et alors c'est vrai que il faut que je trouve un nom parce que c'est pas franchement un capteur, c'est pas franchement un bouton, parce qu'il y a quand même aussi un petit affichage. Donc il y a une petite lettre dessus pour te dire qui change de couleur au plus l'aliment devient moins comestible. Oui, en plus, donc même sans avoir à sortir ton téléphone, tu vois que ta salade de pommes de terre, ça fait quand même 15 jours qu'on en parle, et peut-être plus comestible. C'est un petit index. Donc c'est bien pensé l'ensemble. Je sais pas comment on peut l'appeler. C'est un Ovi.
C'est son nom. Exactement, le petit Ovi. Le petit Ovi. Un Ovitonio. Un Ovitonio, voilà. On passe à la lettre P. P comme plainte. Marc, on va reparler quelques instants de la RGPD, ou la GDPR, si je dis pas de bêtises. Facebook et Google, déjà visés par des plaintes, paraît-il. Aïe, aïe, aïe. Ah, la GDPR, qu'est-ce qu'on ferait sans? Ça fait à peine une semaine que le truc, même pas une semaine que le truc est en vigueur. Ça fait une semaine que, excusez-moi le terme, le shitload de mails continue à tort et à travers dans nos mailbox. En fait, la GDPR a été orchestrée apparemment pour permettre à tout ce que le monde compte de boîtes marketing de vous spammer comme des porcs. Oui, c'est juste hallucinant. En se mettant en tort. En se mettant en tort, parce que ce qu'ils font est à tort et à travers, et justement pas du tout conforme avec ce qu'il faudrait faire. Mais soit. Toujours est-il que, alors que la GDPR était vieille de quelques minutes, puisqu'elle est entrée en vigueur le 25 mai dernier à minuit et quelques minutes, il y a un monsieur qui s'appelle Max Schrems, qui est un avocat autrichien de son État, très actif dans le domaine de la protection des données privées, qui a déposé une plainte contre Facebook, Instagram, WhatsApp et Android, où il réclame des sommes évidemment colossales et indécentes, parce que d'après l'avocat, les applications contre lesquelles il dépose plainte forceraient les utilisateurs à accepter de manière aveugle l'utilisation qu'elles font de leurs données, sous peine de ne pas pouvoir utiliser ces applications. Alors, quand on voit ce qui s'est passé avec Twitter pendant quelques jours, on ne peut pas lui donner totalement tort, vu que vous aviez juste le choix de accepter, ou si vous refusiez, vous étiez redirigé vers la page suppression de votre compte. Oui, c'est ça. Ça pose un peu là. Donc, toutes ces applications utilisent une stratégie de quitte ou double, selon M. Schrems, et donc, finalement, les utilisateurs n'ont pas du tout le choix. Alors, lui a fait ça via une association à but non lucratif qui s'appelle NOYB, qui est un acronyme pour None of Your Business, qui veut dire en français, ce n'est pas vos affaires. C'est pas son coup d'essai, il a déjà cassé les pieds de pas mal de monde avant. Mais ici, ce n'est pas le seul, puisqu'il y a également la Quadrature du Net, en France, qui dépose une plainte collective au nom de 12 000 utilisateurs, 12 000 internautes. Et c'est justement ce que la GDPR permet aujourd'hui. Ce sont des procédures en recours collectif contre, cette fois-ci, Google, Apple, Facebook, encore eux, Amazon et Microsoft. Donc les GAFAM. Encore une fois, les sommes réclamées sont totalement de toute proportion. On parle de nouveau de milliards de dollars de pénalités. Et alors, on vient d'apprendre, au moment où on mettait le truc en boîte aujourd'hui, que toutes les associations type Testachat ou UFC, Défense des consommateurs, des principaux pays de la zone euro, se sont également constitués en partie civile pour des class actions contre Facebook suite au scandale des données volées dans l'affaire Cambridge Analytica. Et notamment, chez nous, Testachat réclame à Facebook le paiement d'un minimum de 200 € par personne dont les données auraient été volées ou utilisées abusivement. En Belgique, ça représente 61 000 utilisateurs de Facebook, si je dis pas de bêtises. C'était pas 87 000 ? Non, je pense qu'on est plus proche des 60 000. Mais bon, ça fait déjà beaucoup de monde. Ouais. Ça fait déjà un paquet. Donc, ceci dit, la RGPD a même pas une semaine, et il y en a déjà qui doivent se dire bon Dieu de bon Dieu de bon Dieu de bon Dieu. Voilà. Faut rester poli. C'est un peu voilà. Mais ce genre de choses allaient arriver, on le sentait. Il y a des gens qui se retenaient depuis très longtemps de pouvoir déchaîner le feu nucléaire sur toutes ces boîtes qu'ils considèrent comme les responsables de la décadence de la civilisation occidentale. Je caricature à peine, mais nul doute que ce genre de choses va se reproduire encore et encore dans les semaines qui viennent, jusqu'à ce que, espérons-le, la raison reprenne le dessus et que la GDPR fasse l'objet d'un rétropédalage pour la rendre un peu plus
applicable. Applicable, c'est ça le mot important, parce que on l'a dit, on va le répéter, hein, il faut à un moment donné légiférer, il faut des lois, et il ne faut pas laisser faire les sociétés, quelle que soit la taille de la société d'ailleurs, leur laisser faire n'importe quoi avec les données des utilisateurs. Donc il fallait se doter d'un outil. Alors est-ce que c'est le bon outil ? Ça c'est tout le débat évidemment, hein. C'est un petit peu compliqué de le dire tout de suite si c'est un bon outil ou pas. Il se trouve qu'en Belgique, on va le répéter aussi, on avait quand même des règles qui étaient déjà bien cloisonnées, etc., et qu'on vient en rajouter 10 000 louches au-dessus, alors que peut-être que dans d'autres pays, il n'y avait pas de règles du tout, et que voilà, c'est affaire à suivre, comme on dit. Je ne sais pas si Benoît avait un truc à rajouter sur ce sujet-là, mais non, je le vois dire non, surtout pas. J'exagère aussi. On reste à la lettre P comme plainte, Marc, pour parler d'enfants. Enfants et unboxing sont ces vidéos qu'on trouve sur YouTube où on déballe des trucs, hein, des fois des trucs technologiques ou autres. Apparemment, ça ne fait pas bon ménage. Oui, alors ça, j'ai quand même hésité 2 secondes avant de le classer dans le oui, comme plainte. J'aurais pu le mettre dans le oui mais non, parce que c'est un peu n'importe quoi. Ouais. Ça ne pouvait... Pardon encore, chers auditeurs, mais vous avez quand même la palme pour ça. Ça ne pouvait arriver qu'en France. Un truc pareil. Il y a un truc qui s'appelle l'Open, qui est l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Mmh. Ça n'existait pas, il faudrait l'inventer. D'ailleurs, je me demande pourquoi ils n'ont pas encore inventé ça chez nous aussi. Qui a demandé, par l'envoi de plusieurs courriers, de saisir la question des enfants vedettes. Donc vous avez tous vu, on en a parlé déjà à une époque, il y a dans quelques numéros de ça, un gamin de 6 ans qui a beaucoup de chance parce que ses parents lui offrent des cadeaux, et il déballe ses cadeaux devant la caméra de ses parents, et ces vidéos font plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de vues. Au point que maintenant il est sponsorisé, etc. Au point que maintenant il est sponsorisé. Mais il faut savoir que, de par les règles de monétisation qui ont été instaurées par YouTube, une vidéo qui fait plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de vues, gagne de l'argent en publicité. C'est la règle du jeu, point. Et donc, sur base de ce postulat, ce fameux bidule, l'Open, a donc saisi toute une série d'autorités en France pour qu'elles se penchent sérieusement sur ce qu'elles considèrent comme de l'exploitation abusive d'enfants et du travail illégal selon les termes de la Convention des droits de l'homme ou un truc du style, des droits de l'enfant. Sur base du fait que filmer des enfants qui s'amusent en ouvrant des cadeaux, qui jouent avec des cadeaux qu'on leur offre, et que ça puisse peut-être corollairement rapporter des revenus à leurs parents pour qu'ils puissent de nouveau offrir des cadeaux à leurs enfants et s'occuper de leurs enfants et mettre de l'argent de côté pour leur assurer un avenir, ben non, c'est mal, c'est de l'exploitation, c'est honteux, ça mérite le pilori, le pas, la croix, enfin tout, voilà. Mais une fois de plus, c'est surréaliste. Ça, c'est peut-être surréaliste, mais en même temps, il faut aussi encadrer peut-être un petit peu ça, parce qu'on se doute bien que la plupart des gamins qui font des vidéos ne sont pas exploités comme à la mine ou etc. Voilà, et en tout cas, j'ose imaginer que les parents sont quand même un petit peu malins aussi, mais il se peut aussi qu'on tombe sur un vilain monsieur qui exploite les enfants et qui met tout l'argent dans ses poches, et que les enfants n'en auront jamais rien, ni n'en verront jamais la couleur de leur vie. Et ça c'est pas bien non plus. Il faut le reconnaître, Marc. Non, il faut le reconnaître. Maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est que l'Open, je ne sais pas comment ça se prononce, souhaiterait que les enfants qui font l'objet de ces vidéos se voient appliquer un statut particulier qui est le statut d'enfant du spectacle. Oui, par exemple. Je suppose que c'est je ne connaissais pas, je découvre. Et donc, ce statut leur permet, dans certaines conditions, de pouvoir exercer un métier. Mais à partir de quand est-ce qu'on détermine que c'est un métier ? Est-ce que c'est parce qu'une fois par mois ou 2 fois par mois, tu filmes ton gamin à qui tu offres des cadeaux ? Ça, c'est tout un débat. Est-ce que ça devient un métier ? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour les parents qui seraient convaincus d'exploitation suite à cette
initiative, ces gens risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Si c'est payer 75 000 € d'amende et être puni de 5 ans d'emprisonnement, même avec sursis, pour avoir voulu faire plaisir à ton gosse, c'est un peu n'importe quoi. Ouais. Bon, il faut voir à partir de quand on met la machine en route, évidemment. Hein. C'est toujours un peu, il faut un peu doser. Enfant du spectacle, je pense que l'argent, ou en tout cas une grosse partie de l'argent, est bloqué sur un compte jusqu'à sa majorité. Il y a un encadrement, on ne peut pas travailler plus de X jours d'affilée, pas travailler après une certaine heure, etc. C'est ainsi qu'il y a des pièces de théâtre, par exemple, dans lesquelles jouent des enfants, où ils doivent prévoir jusqu'à 3 enfants différents pour jouer un rôle, parce qu'on ne peut pas le faire travailler plus de 2 soirs d'affilée, par exemple. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Soyons clairs. Parce qu'il y a aussi le fait qu'un enfant, ça reste un enfant, et que c'est peut-être pas non plus très sain, peut-être, de grandir devant une caméra en déballant des cadeaux, quoi. Je veux dire, je sais pas ce qu'en pense Benoît. Je suis plutôt d'accord avec toi, Marc. C'est facile de dire ça, monsieur, parce qu'on s'appelle tous les deux Marc. C'est vrai. Non, je suis plutôt d'accord avec toi, Marc. Je pense que, voilà, alors, c'est clair que c'est des choses qui démarrent toujours en disant tiens, c'est amusant, je vais filmer mon gosse, je vais mettre la vidéo et c'est amusant et c'est chouette. Et ça, c'est pas de problème. Mais à un moment, c'est vrai que ça peut basculer dans autre chose. Et je dis pas que ça bascule dans autre chose pour toutes les familles, mais non. Le problème, c'est que on a constaté dans le passé avec des activités de théâtre, avec de la danse, avec des choses pareilles, qu'il y avait des moments où certains enfants se retrouvaient dans des situations qui n'étaient pas saines et qui n'étaient pas bonnes pour leur développement. Et donc, il y a un cadre législatif qui a été mis en œuvre pour protéger ça, parce que malheureusement, il y a certains parents qui sont un peu aveuglés par l'appât du gain, par certaines choses, et qui font des trucs qui sont franchement pas sains. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ma compréhension des choses, si les parents font les choses correctement, ce que tu dis, filmer une fois les gamins, et puis ils gagnent de l'argent et on le met sur un compte pour les gamins, il n'y a pas de problème. Hein. Ce seront plutôt les parents qui... Et je ne dis pas que c'est le cas dans les vidéos qui sont en place, mais s'il y a du business, malheureusement, tu as parfois des gens qui se laissent emporter par ça. Et qui, du coup, commencent à dire, tiens, j'ai été surpris, et je ne veux pas faire une comparaison entre les enfants et les chats, mais j'ai été surpris, toutes les vidéos sur les chats, on commence à voir qu'en fait, parce que c'est populaire, il y a des gens qui se mettent à faire... Et ça paraît marrant aussi, ça paraît chouette. Oh, le type, il filme son chat, c'est mignon, etc. Et malheureusement, il y a maintenant de la maltraitance sur des chats parce qu'il y a du pognon à se faire et il y a des gens qui abusent. Alors, tu vas me dire, les parents vont quand même un peu plus résister à abuser un enfant qu'un chat. Certains parents, oui, certains parents, non. Et malheureusement, moi, je préfère qu'il y ait des mécanismes de protection. Et encore une fois, ces mécanismes de protection, normalement, ils vont pas bloquer la situation normale où tu filmes ton gosse parce que tu lui as fait un cadeau, il est content, tu l'as partagé avec quelques potes, il se fait que la vidéo est partie virale et du coup, paf, tu t'es fait un chèque de 5 000 et tu le mais... je pense que 300 et tu le mets de côté sur son livret d'épargne. Voilà, c'est ça. Sensible, ça. Moi, je pense que le meilleur des deux mondes entre guillemets, c'est effectivement légiférer en utilisant la loi sur les enfants artistes. Comme ça, les choses sont claires pour tout le monde. Bon, évidemment, on n'est pas obligé non plus de comme tu le disais, Benoît, de s'énerver dès la première vidéo. Il y a aussi des cas particuliers où la radio. T'as des gosses qui font le spectacle de fin d'année à l'école, ils sont pas sur le coup des enfants d'artistes. Hein. Mais non, et ça n'a jamais été le cas. Mais par contre, le gosse qui à un moment rentre dans une dynamique où ça devient quelque chose de régulier, où il y a des revenus importants, c'est à ce moment-là où il y a des critères, il y a des seuils. Hein, sur ces lois-là, c'est pas automatiquement voilà. Chaque fois que le gosse fait un spectacle. Hein. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord. Marc aussi, je pense, sur ce coup-là. On est d'accord, simplement, ce genre de législation peut, à mon sens, si c'est mal géré, donner lieu à des dérives. Et je voudrais faire un parallèle avec un truc qui a eu lieu dans mon entourage il y a quelques années. Spectacle d'école, justement, on en parle. Et lors du spectacle d'école, eh bien, le papa filme la gamine et la vidéo se retrouve sur YouTube parce qu'il est tout content, parce que la gamine a fait un beau petit spectacle, etc. Le problème, c'est que derrière ça, il y avait une musique. La musique a été repérée sur YouTube comme étant soumise à copyright. Et l'école, parce que c'est l'école finalement, c'est pas le père, c'est l'école, s'est ramassé un procès. Qui a été mené jusqu'au bout et l'école a dû payer cher et vilain. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal.
C'est tout le problème. Enfin, on va pas. Là, on va pas partir là-dessus, mais simplement, c'est pour. Je suis à court de cartes. C'est pour simplement illustrer le fait que je suis d'accord avec ce genre d'initiative, pour peu que ça reste raisonnable. Oui, mais bon, voilà. Un cas n'est pas l'autre, effectivement, mais il faut des juges aussi on imagine, qui légifèrent, enfin bref. Voilà. À un moment donné, on peut pas aller plus loin, parce qu'il faut accélérer un petit coup, parce qu'on va passer à la lettre R. R comme réflexe, ce que je suis en train de perdre d'ailleurs, mes réflexes. Benoît, on parle de Sony et Fujifilm qui veulent prendre la forteresse du réflexe, alors que les deux font du mirrorless pour l'instant. Exactement, les deux font du mirrorless, et c'est juste parce que j'ai vu passer dans les derniers jours les deux infos sur ma timeline, et ça m'a paru intéressant de relever, on va pas faire un long sujet dessus, mais de relever l'information. Aujourd'hui, quand tu rentres dans une boutique, tu veux un bel appareil photo, le vendeur il te présente un beau réflexe numérique, et ce sera un Canon ou un Nikon. Parce que ces deux marques-là dominent vraiment le marché et ont imposé le format réflexe comme étant vraiment le boîtier qui te promet le bel appareil photo, même si dans un certain nombre de situations, c'est un peu bébête. Il se fait que les deux marques se sont rendues compte que le mirrorless montait et qu'ils avaient un certain nombre de problèmes avec leur plateforme. Et donc, on s'attend à ce que, avant la fin de l'année, il y ait des annonces produits chez Canon et chez Nikon avec des produits pour remplacer leur gamme réflexe. Et évidemment, ça donne une chance au numéro 3, 4 et 5 de dire « Ah bon, on va pouvoir se repositionner ». Et donc, Sony, il y a quelques jours, a présenté à ses investisseurs un document en disant « Voilà, on pense qu'on va être la première marque de matériel photo en 2021 ». Ça leur laisse un peu de temps, les gens auront oublié d'ici à ce que ça arrive. Mais voilà, ils montent un argumentaire qui semble crédible, disant en finale, le marché sur lequel les grandes marques opèrent est plutôt en déclin, parce que nous, on pense que le marché du réflexe va plutôt décliner. On est sur un marché, on est bien positionné sur un marché qui est en forte croissance. Donc, une courbe monte, l'autre courbe baisse. Donc, a priori, on devrait bien se positionner. Fujifilm a un document interne qui a fuité peut-être à dessein, qui annonce pour les deux marques que j'évoquais tout à l'heure, Canon et Nikon, ils pensent que pour 2021, il y a une espèce de correspondance là-dedans, ces deux marques pourraient perdre jusqu'à 50% de leur part de marché. Donc 50% de leur part de marché, ça fait de la place pour les autres. Bien sûr. Et Fujifilm dit qu'il devrait se placer. Alors, faut prendre ça avec un petit peu de recul. C'est normal que les gens qui élaborent les stratégies dans ces entreprises soient confiants dans leur stratégie, parce que sinon ils arrêteraient de faire des boîtiers, donc c'est normal. Mais ça, j'y vois quand même un signal que le marché de la photo, qui a été très malmené par l'arrivée des appareils, par l'introduction des appareils photo sur les smartphones, et le fait que le smartphone a complètement laminé tous les boîtiers entrée de gamme, s'apprête à revivre une nouvelle révolution si on croit les deux camarades là, dans les 3 années qui viennent. D'accord. Bon, faudra voir comment c'est géré aussi. Est-ce que ça offrira en plus on imagine mal que ça s'adresse au grand public quand même. L'appareil réflexe de demain s'adressera de plus en plus j'ai dit peut-être une bêtise, mais aux professionnels, non ? Mais en fait, perso, je me demande même si c'est encore beaucoup de sens de faire du réflexe pour les professionnels. Mais ça, c'est mon avis qui est peut-être un peu polémique. Pour du plein format, ça reste... mais on parle bien de mirrorless plein format. Aussi, d'accord. Et on parle même, si tu regardes dans la gamme Fujifilm, tu as des moyens formats. C'est vrai. Donc des capteurs encore bien plus grands que le grand format. Chez Hasselblad et chez Fujifilm, tu les as en mirrorless aujourd'hui. Alors Hasselblad, c'est quand même plutôt une marque professionnelle. Donc je pense justement, c'est ça l'élément, cette espèce d'adéquation qui faisait que le réflexe était l'appareil du professionnel. Et donc le monsieur qui se dit tiens, j'en veux un bel appareil, il veut le même appareil que le professionnel. Cette vérité, elle est en train de s'effriter. Et ça crée du coup une espèce d'appel d'air par rapport aux deux marques dominantes qui se demandent ce qu'elles vont faire. Je pense qu'on aura des annonces avant la fin de l'année. Et les petits 2, les petits 3 avec les dents longues là qui se disent on va pouvoir prendre du marché. C'est marrant parce que l'histoire se répète. C'est comme ça dans tous les domaines technologiques, en audio aussi. Tous les appareils professionnels vont vers le grand public et le grand public va vers le matériel plus haut de gamme. C'est exactement le même mécanisme. À suivre une fois de plus, j'ai envie de vous dire. On aura l'occasion d'en reparler de toute façon. Là, d'ici à 2021,
on aura parlé. Écoute. On passe à la lettre S comme slogan, Marc. Un slogan, celui de Google. Apparemment, Google va renoncer à son slogan qui était Don't be evil. Voilà. Ne soyez pas malveillants. Non, et c'était effectivement le slogan qui était coulé dans le marbre depuis que la société vous ne pouvez existait. Pas l'être. C'est ça que ça voulait dire entre les lignes. Oui, on va dire ça comme ça. Ne soyez pas malveillants, ne faites pas de choses malveillantes, ne faites pas ce que vous n'auriez pas voulu qu'on vous fasse. Oui, c'était vraiment une philosophie de vie, une philosophie vraiment intégré de A à Z à la société, mais le Don't Be Evil n'était plus vraiment d'ordre de sainteté, n'était plus vraiment à l'ordre du jour, et en fait, depuis 2015, est progressivement remplacé par un autre slogan qui est Do the Right Thing. Alors, toute la question est de savoir, est-ce que ce right thing, c'est pour les utilisateurs, pour le monde, ou pour le portefeuille de Google? Les affaires de slogan, c'est toujours un peu touchy. Hein. Il faut toujours faire un petit peu attention parce que ça peut se retourner facilement contre celui qui l'énonce. Donc, voilà. C'était une petite information. On peut terminer ce 171e épisode des Technos avec la lettre W comme oui mais non. Oui, nous avons un oui mais non cette semaine qui nous est apporté par Marc. On va parler d'un VPN qui est proposé par, c'est un petit peu inattendu, par Pornhub. Mais justement, non, c'est pas inattendu du tout. C'est la meilleure référence pour proposer un VPN et pour justifier l'existence d'un VPN et l'utilité. Parce que, généralement, quand vous utilisez les services de Pornhub, vous n'avez pas trop toujours envie que ça se sache. Donc, vous utilisez généralement le mode incognito de votre browser, mais le mode incognito de votre browser ne cache pas forcément ce que vous faites. Les traces se retrouvent toujours chez votre provider, il y a toujours des logs, il y a toujours des trucs qui se notent à droite à gauche. Et donc, pour être totalement discret, un VPN reste la meilleure solution. Donc, il est finalement tout à fait logique que Pornhub lance VPN Hub, qui se veut donc la nouvelle référence dans le monde des VPN. Restons tout à fait honnêtes, je ne l'ai pas testé. Mais j'ai lu quand même quelques tests. Non, j'ai un très bon VPN, comme je l'ai dit, que j'ai monté moi-même. J'ai mon propre serveur VPN. Au moins, je suis sûr que ce qui transite, il n'y a pas de log et c'est moi qui le gère tout seul comme un grand. D'ailleurs, il a son propre Pornhub aussi. Je n'ai pas mon... Non, parce que j'ai pas assez d'espace sur mes serveurs pour ça. Et donc, c'est un logiciel qui se présente d'une manière classique. Il y a une version gratuite qui vous offre l'accès à un serveur donné qui est hébergé aux États-Unis et une version payante contre 12 ou 13 euros par mois qui vous donne alors accès à l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Allemagne, la France, le Japon, les Pays-Bas, la Corée du Sud, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. Tout ça. Le tout à travers à peu près 1000 serveurs. La version gratuite, évidemment, étant payée par la publicité, donc il y a des pubs un peu partout aussi. Alors, le lancement du truc s'accompagne évidemment d'une grosse campagne de communication, même si de la part des sites spécialisés comme VPN Expert par exemple, qui étudie régulièrement et qui fait un classement des meilleurs VPN qui existent, celui-ci est loin d'être le meilleur, tout simplement parce que premièrement, il est assez lent. Il faut savoir effectivement, lorsque vous utilisez un VPN, vous sacrifiez en tout cas un pourcentage de votre passante parce que l'info doit retransiter par un autre serveur avant de vous être envoyé, et donc finalement ça a un coût. Seulement selon l'infrastructure qui se trouve entre vous, le VPN et les sites que vous voulez atteindre, il y a effectivement une dépréciation de la vitesse qui est constatée. Ici, dans certains cas, avec la version gratuite, il y a des diminutions jusqu'à 80 à 90% par rapport à la vitesse de votre connexion. Si vous avez l'habitude de regarder Pornhub en Full HD ou en 4K, ça va pas trop le faire, ça va saccader méchamment. Et alors, ce qu'il y a aussi, c'est que VPN Expert a constaté que VPN Hub ne fait pas forcément toujours le boulot convenablement, dans le sens où certains sites qui normalement étaient bloqués d'accès dans certains pays, on rappelle quand même que le VPN à la base, sa vocation première, c'est de créer un tunnel sécurisé qui empêche qu'on vienne voir ce que vous faites sur Internet, mais qui permet également d'ouvrir des sites qui sont normalement bloqués dans certains pays en contournant justement les restrictions géolocalisées. VPN Hub n'a pas réussi à ouvrir
ouvrir certains sites qui étaient notamment bloqués en Russie, par exemple, où les tests ont été faits. Dailymotion, LinkedIn, etc. sont restés totalement inaccessibles. Ma question, c'est de savoir, est-ce que pour Pornhub, c'est pas simplement un effet d'annonce et ils ont un petit service comme ça, vite fait, bien fait C'est un coup de pub. Voilà. Pornhub, au-delà de son positionnement, est une boîte qui fait preuve d'un génie marketing assez colossal. Ces gars sont très très bons dans le domaine et en tout cas sont très très bons pour généralement faire parler d'eux là où on les attend pas trop. Même si dans ce cas-ci, finalement, quand on regarde les choses, c'est logique. Il y a un lien. Après tout, c'est s'assurer une fidélisation de la clientèle. C'est comme si tu vas au GB. Quand tu vas au GB, grande surface chez Auchan pour nos amis français. Parce que même chez nous, GB, ça n'existe plus. Hein, non, si, des petits GB, ça existe encore. Carrefour ou Deleuze, voilà, etc. On te donne le petit jeton estampillé au nom de la marque, au nom de l'enseigne, pour aller mettre dans le caddie, pour t'assurer que tu reviennes. Ici, c'est la même chose. On te donne le petit jeton pour t'assurer que tu pratiques le produit de la maison dans les meilleures conditions possibles. Voilà, ce sera ta conclusion, Marc, sur ce sujet. Oui, mais non, de la semaine. Voilà qui conclut le 171e épisode des Technos. Dernier du mois de mai. J'ai envie de rajouter ça. On va se retrouver donc la semaine prochaine. Je le répète, pas de hors-série lundi. Je salue mes petits camarades. Salut Benoît, à très bientôt. Tu seras encore des nôtres dans cette saison-ci. Me semble-t-il, tu participes encore d'ici quelques semaines à un enregistrement. Il faudra regarder le planning. Mais je pense que je ne dis pas de bêtises. Comme Marc d'ailleurs, je pense. On te reverra encore d'ici on se revoit encore, la fin du mois de juin. Vous aurez encore à me subir. Voilà. Et donc, n'hésitez pas, nous laisser des commentaires, des souhaits peut-être également, hein, si vous voulez qu'on vous parle d'un truc particulier, comme l'avaient fait certaines de nos auditeurs déjà par le passé. On essaye en général de vous satisfaire. Ça nous donne aussi des idées de sujets. Éventuellement, quand on est un petit peu à court, il faut le reconnaître. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez de bons moments. À très bientôt. Au revoir.